passe toujours précisément comme ça? Bon, c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement, hein. Nous recevons un nouveau patient et au moment de se présenter et d'exposer les raisons de sa venue, le patient dit qu'il a déjà fait de nombreuses thérapies. Et moi, ça me conduit évidemment à lui demander tout de suite de préciser ce qu'il veut dire par de nombreuses thérapies. Alors, la plupart du temps, on s'aperçoit qu'il s'agit d'essais, hein, des essais non concluants, limités à une poignée de séances, parce que, selon les dires du patient, le praticien était trop ceci ou pas assez cela. Bon. Et parfois, le praticien était psychanalyste. Et si le patient n'a pas persisté au-delà d'une ou deux séances, c'est, dit-il, parce que le psy ne prononçait pas le moindre mot. Vous voyez cette histoire de maintien du silence sur un mode mécaniste, pour ne pas dire intégriste, ça fait et ça continue de faire beaucoup de mal à la psychanalyse. Que le silence soit indispensable, c'est évident. Seulement, entre la compréhension des raisons du silence et le recours au silence d'une façon normative, il y a tout de même un fossé. Et un fossé dont on se dit qu'il a forcément une fonction, et que cette fonction pourrait bien être de protéger l'analyste d'en savoir quelque chose de son propre désir. Déjà retenons que cette position souligne le formatage de nombreux analystes. Un formatage que l'on peut, quasiment qualifier de sectaire. Et puis je dirais même que cette position témoigne de l'inaboutissement flagrant d'une analyse chez celui qui a décidé d'occuper le fauteuil avant que d'avoir franchi un certain nombre d'étapes fondamentales. Attendre que ça se passe comme ça, hein, pendant des années, c'est une caricature du psychanalyste. On a l'impression que celui-ci se plie, qu'il se soumet littéralement à une injonction, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on fait et pas autrement. Une injonction qui plus est, probablement mal comprise ou en tout cas mal interprétée. Alors dans ces circonstances, on en arrive à un climat mais profondément mortifère. Il nous arrive de recevoir des patients qui nous disent que pendant des années, ils n'ont eu droit qu'à un bonjour et à un au revoir, le tout sans même échanger un regard avec leur analyste. Ça me fait penser, vous savez, à ces innombrables thérapies dont le seul but est de faire pleurer le patient, partant du principe que les émotions étant enfin libérées, tout ira ensuite pour le mieux. Eh bien non, tout ne va pas pour le mieux quand l'analyste ne vaut guère mieux qu'un spectre. Voilà. La compagnie des spectres présente un avantage évident, il ne faut pas le nier, hein, dans le sens où elle nous fait accepter l'inéluctable de toute condition humaine. Seulement, elle nous conduit aussi, au mieux, à les fuir, au pire, à se laisser engloutir par eux. Le silence bien compris, c'est d'abord un don, et c'est du respect. Le respect de l'espace et du temps qui sont offerts aux patients et dont il est libre d'user comme il l'entend. C'est une invitation à s'ouvrir, et chacun prenant pour ça le temps qui lui est nécessaire. Le silence, c'est la possibilité donnée à une introspection, la plupart du temps
impossible à vivre dans l'environnement habituel du patient, hors de ses repères habituels. La possibilité pour lui d'entendre ce qu'il ne peut pas entendre venant du fond de lui et qui au quotidien est englouti par l'incessant bruit du monde. Et puis pour l'analyste aussi, c'est la possibilité d'entendre ce qui se trouve derrière la parole du patient. Parce que voyez-vous, l'analyste est toujours présent dans le silence. Je dirais même que sa parole est toujours présente par l'interprétation que fait le patient du silence. Ce silence-là, c'est un miroir. C'est un miroir qui lui permet de générer les transferts indispensables à l'analyse. Et puis toujours pour l'analyste, le silence, c'est un temps d'attente, un temps de disponibilité. C'est l'occasion de laisser venir ce qui vient dans son état d'attention flottante. Le mot, la phrase, l'exclamation, la question, la reformulation, l'interprétation qui tombe au moment juste. Et là, je vous entends demander, mais qu'est-ce que c'est le moment juste ? Eh bien, le moment juste, c'est le moment où le patient est prêt à recevoir ce matériau pour en faire quelque chose. Voilà. C'est une perche qui lui est tendue. C'est un tremplin qui lui est proposé afin qu'il rebondisse. Ce qui se passe en fait dans ce que l'on appelle généralement le travail d'inconscient à inconscient. Alors, on comprend évidemment que l'analyste ne doit surtout pas tomber dans le travers inverse à celui d'un silence de plomb, même s'il arrivait très régulièrement à Freud de faire un cours express de psychanalyse à un patient. C'était un matériau arrivant à point nommé, un matériau susceptible d'éclairer ce qui se jouait, ce qui coinçait, ce qui résistait. Alors appelez ça comme vous voulez, l'instinct, le talent, la porosité des inconscients, le degré suffisant de lâcher prise. Donc voilà ce qu'est pour moi le silence vivant, comme j'aime à l'appeler. Eh bien, ce silence-là ne peut évidemment pas se résumer à une quelconque recette, à un mode d'emploi que l'on pourrait s'approprier simplement par copier-coller. Le silence vivant, c'est cette espèce de pâte, voilà, cette matière dans laquelle nous vivons tout au long de nos années sur le divan. C'est ce que, dans le meilleur des cas, nous avons la chance d'expérimenter durant ce long vécu et qui se transmet, j'ai presque envie de dire, qui se transfuse de l'analyste à l'analysant parce que tous deux partagent une intimité inégalable, incomparable. En fait, une intimité absolue.